Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ispagule, qu'on appelle aussi le psyllium. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'ispagule? Alors on utilise les graines et plus souvent le son de cette graine. Ces graines elles sont tirées de plusieurs variétés de plantains. Alors on a le plantago vata, le plantago psyllium, le plantago hispagula. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait on appelle hispagule ou psyllium, en fait c'est le même nom. Que vous achetiez du psyllium ou de l'ispagule, c'est pareil. Alors on peut utiliser soit la graine, soit le son, l'écorce de la graine. Alors si vous prenez des graines de psyllium et que vous les mettez dans l'eau et que vous les ingérez, eh bien l'intérieur de la graine ne sera pas digéré. Donc de toute façon, vous allez bénéficier que des propriétés de l'enveloppe de la graine. C'est un petit peu comme ce qui se passe avec les graines de lin. Les graines de lin qui ont aussi un mucilage autour de la graine. Donc ce mucilage en présence d'eau, il va former un gel. Et du coup, si vous ingérez des graines de lin entières qui n'ont pas été broyées, eh bien vous allez bénéficier des qualités du mucilage, donc de ce gel, mais vous ne bénéficierez pas des qualités de la graine, c'est-à-dire l'intérieur de la graine qui contient pas mal de bons lipides, des oméga 3 de type alpha-linolénique. Et bien, si vous ne mixez pas, si vous ne réduisez pas en poudre cette graine, vous ne pourrez jamais la digérer. Donc pour bénéficier des effets de l'ispagule, moi je vous recommande de prendre du son, qu'on appelle aussi le tégument d'ispagule, son d'ispagule. On parle aussi de psyllium blond. Quand on parle de psyllium blond, en fait, la plupart du temps, c'est le son de la graine de psyllium. Donc ça fait une poudre beige clair. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc on va mélanger cette poudre avec de l'eau et on va ingérer le mélange avant qu'il forme un gel. Donc on mélange dans l'eau. Je vais montrer juste après comment on fait. On mélange avec de l'eau et puis on boit. Et ensuite on rajoute un peu d'eau et puis on boit à nouveau. Il faut à peu près, pour 1 gramme d'ispagule, il faut à peu près 30 grammes d'eau. Donc si vous prenez 10 grammes d'ispagule, il faut un bon verre d'eau, un peu plus qu'un verre d'eau même, puisqu'un verre ça fait à peu près 25 centilitres. Donc il faudra un petit peu plus. Bon, c'est pas précis au gramme près ou à quelques dizaines de grammes près, mais c'est un ordre de grandeur. Parce que si vous mettez de l'ispagule avec un tout petit peu d'eau et que vous buvez, dans l'estomac, ça va former un gel qui va devenir hyper dur et vos sucs digestifs vont avoir beaucoup de mal, voire vont pas arriver à dégrader ce gel et du coup ça va faire une espèce de bouchon qui peut boucher le tube digestif tout au long du transit. Donc c'est pour ça que mettez suffisamment d'eau au départ et puis ensuite vous rebuvez un petit coup d'eau par-dessus. Comme ça, il n'y a strictement aucun risque. L'ispagule, ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque c'était déjà utilisé par les Égyptiens 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose pour lequel il y a quand même pas mal de recul. On cultive la plante un petit peu partout dans le monde. Donc on la cultive en Inde, en Amérique du Sud, on la cultive aussi en Europe. Donc on utilise l'ispagule pour traiter le plus souvent la constipation. D'ailleurs la diarrhée c'est souvent la conséquence d'une constipation. Quand vous êtes constipé, que les matières restent trop longtemps, notamment dans le gros intestin, au bout d'un moment donné, ces matières vont irriter les parois du gros intestin. Il va réagir comment? En amenant beaucoup d'eau dans le milieu intestinal pour aider à évacuer les matières. Du coup, les diarrhées, la plupart du temps, en fait, c'est une constipation. Et les gens, ils ont souvent une alternance constipation-diarrhée. C'est ce qui arrive le plus souvent. Alors, on utilise aussi l'ispagule pour diminuer la vitesse d'assimilation du glucose. Donc, quand vous mangez, tous les glucides, que ce soit des sucres simples ou des sucres complexes, ils vont être coupés en petits morceaux. Et ce petit morceau, ça va être essentiellement du glucose. Ce glucose, il va passer plus ou moins rapidement dans le sang. Donc si vous mangez des sucres rapides, ça va passer rapidement dans le sang. Mais si vous mettez de l'ispagule en même temps, ces sucres, ce glucose, il va être emprisonné dans le gel et il va être assimilé beaucoup plus lentement. Alors ce n'est pas une excuse pour pouvoir manger des sucres rapides, parce que de toute façon, tout cet excès de sucre qui va rentrer dans le sang, il va être transformé en gras. Les seuls sucres rapides qu'on peut manger sans problème, c'est ceux qu'il y a contenus naturellement dans les fruits, c'est-à-dire en mangeant des fruits entiers. Pas des jus de fruits, mais des fruits entiers. Parce que dans un fruit, vous avez les fibres qu'il y a contenues naturellement dans le fruit.
qui vont faire en sorte que le sucre, il passe progressivement dans le sang. Et donc la glycémie, elle va monter très progressivement par rapport aux mêmes fruits que vous auriez pressés. Et si vous buvez ce jus de fruits frais pressé, il va se comporter comme un bonbon. En fait, ça va faire monter le taux de sucre très rapidement. Et du coup, cet excès de sucre va être transformé en gras. Donc si vous avez envie de vous faire du gras, buvez beaucoup de jus de fruits, buvez des sodas, buvez du sucre liquide. Ça, c'est vraiment l'idéal pour se faire des bons petits capitans pour l'hiver. Alors revenons à notre ispagule. Donc il abaisse la glycémie en permettant un passage plus lent du glucose dans le sang. Il va également diminuer l'absorption du cholestérol. Bon, le cholestérol, ce n'est pas un problème en lui-même, hein, c'est vraiment un faux débat, mais bon, c'est les indications de base de l'ispagule. Le cholestérol en lui-même, il ne pose pas problème, c'est une molécule vitale qui est nécessaire à des centaines de réactions biochimiques dans le corps. On en a besoin absolument partout, hein, aussi bien au niveau hormonal qu'au niveau nerveux, qu'au niveau même des membranes de nos cellules. Donc c'est vraiment pas un problème le cholestérol. Hein, on a juste corréler un facteur de risque avec certains types de cholestérol. Mais si vous avez une alimentation variée et équilibrée, avec du bon gras, avec des bons œufs, du jaune d'œuf qui contient naturellement du cholestérol, eh bien, ce sera bénéfique pour votre santé. Alors moi, l'ispagule, je l'utilise et je le recommande pour les personnes constipées. Ça, c'est vraiment le truc de base. La constipation, c'est quand même un des troubles qui touche le plus de gens en Occident. Et donc l'ispagule, lui, grâce au gel qui forme en présence d'eau, eh bien, il va permettre d'augmenter le volume des matières et il va faciliter leur expulsion. Donc si on est constipé, si on a des diarrhées, comme je l'ai dit, qui est une alternance souvent constipation-diarrhée, si on a des hémorroïdes, eh bien, l'ispagule, c'est vraiment conseillé parce que ça va permettre l'évacuation des matières. Les hémorroïdes peuvent être liés à une compression des veines hémorroïdaires, justement à cause de la constipation. Et du coup, prendre de l'ispagule et éliminer les matières facilement, ça va permettre de supprimer cette compression. Alors après, il y a une autre utilisation que moi j'aime pas du tout, c'est l'effet coupe-faim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez des subterfuges pour essayer de tromper les sensations de faim de votre organisme, eh bien, il va détecter ça et il va mettre en place des mécanismes pour stocker. En fait, si vous faites croire à votre organisme que vous lui apportez un aliment qui a 0 calories, le corps s'attend à recevoir des calories. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'après, il va mettre en réserve parce qu'il va avoir peur de manquer encore plus de calories. Donc utiliser un coupe-faim pour maigrir, c'est vraiment la dernière chose à faire. Si vous avez faim, eh ben, il faut vous demander pourquoi vous avez faim. Alors on peut avoir faim tout simplement parce qu'on ne mange pas assez. On peut avoir faim parce qu'on est carencé dans certains nutriments. Il y a des personnes qui vont avoir faim parce qu'elles sont carencées en protéines, elles n'en mangent pas suffisamment. Ou alors elles mangent que des protéines végétales alors que leur organisme n'est pas capable de les assimiler correctement. Donc il faudrait qu'elles mangent des protéines animales. Mais comme par conviction, elles ne mangent pas de protéines animales, eh ben, elles vont avoir une faim constante parce que leur organisme est dénutri, tout simplement. Après, on peut avoir faim aussi parce qu'on mange trop de glucides. Si vous mangez trop de glucides, ce qui se passe, c'est que ça va faire passer beaucoup de glucose dans le sang. Ce glucose dans le sang va entraîner une production d'insuline qui est là pour faire baisser ce taux de glucose à un niveau normal. Et ce qui se passe, c'est que si vous en mangez trop, l'insuline va être produite en trop grande quantité et vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle. Du coup, vous êtes en hypoglycémie, donc vous avez faim. Donc vous avez envie de manger, et généralement vous avez envie de manger du sucre ou du sucré ou des glucides. Et si vous faites ça, eh bien, vous allez à nouveau faire monter votre glycémie. Votre corps va à nouveau réagir en produisant de l'insuline pour faire baisser cette glycémie qui va descendre un petit peu trop bas. Et voilà, et là vous allez passer d'une hyperglycémie à une hypoglycémie, etc. Et pour les personnes qui mangent trop de glucides de façon chronique, elles vont avoir un niveau élevé d'insuline constamment, toujours un niveau élevé d'insuline. Cette insuline qui est l'hormone du stockage va
entraîner un mécanisme qui aura tendance à s'emballer, un mécanisme de stockage. Et elles vont tellement stocker en fait, qu'il n'y aura plus suffisamment de nutriments pour les besoins quotidiens. Et ces personnes, elles vont être fatiguées, elles auront tendance à avoir faim tout le temps. Donc en conclusion, si vous voulez maigrir, si vous voulez perdre du poids et que vous voulez utiliser un coupe-faim comme l'Ispagule par exemple, je vous le déconseille. Demandez-vous pourquoi vous avez faim et trouvez la cause de cette faim. Parce que ce n'est pas du tout normal d'avoir faim constamment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors personnellement, l'Ispagule, c'est quelque chose que j'utilise depuis plus de 20 ans. Peu après mes études de naturopathie, en fait, j'ai découvert ça. Et j'ai eu des périodes, alors quand j'ai commencé le jeûne intermittent, j'ai eu une période avec une période de constipation. Tout simplement parce que je diminuais la quantité d'aliments. Et puis surtout, j'ai diminué les céréales. Je mangeais beaucoup de riz complet et j'ai diminué ma quantité de riz. Je ne pouvais pas manger la quantité globale de riz que je mangeais avant dans un seul repas, ce n'était pas possible. Du coup, il y avait beaucoup moins de fibres et j'ai eu une période de constipation. Donc j'ai dû reprendre l'Ispagule pour équilibrer mon transit. L'Ispagule, il est aussi utilisé pour les femmes enceintes qui ont quasi systématiquement des problèmes digestifs, de la constipation. Forcément, le bébé, le fœtus, à mesure qu'il grossit, il va appuyer sur les intestins, il va les comprimer. Et si les matières ne contiennent pas suffisamment de fibres, elles vont avoir du mal à s'éliminer. Du coup, l'Ispagule, ça devient vital pour les femmes enceintes. Et ensuite, une fois qu'elles ont accouché, souvent il y a des hémorroïdes qui se créent et des crises d'hémorroïdes. Et là encore, l'Ispagule, et aussi bien durant la grossesse qu'après l'accouchement, c'est primordial. Alors l'Ispagule, on peut aussi l'utiliser en cuisine. J'ai fait des recettes de pain sans gluten dans lesquelles je mets l'Ispagule. L'Ispagule, en formant ce gel, il va remplacer un petit peu le gluten du blé. Et donc ça va faire une mie qui sera un peu plus collante, un petit peu plus aérée. On peut l'utiliser aussi dans les cosmétiques. Donc moi j'ai fait une recette de dentifrice où je mets un petit peu d'Ispagule pour amener ce côté un petit peu gélatineux. Et puis c'est quelque chose de complètement naturel. Alors après on peut l'utiliser soit sous la forme de son, soit le réduire en poudre. Dans les recettes de cuisine et dans le dentifrice, je conseille plutôt de le réduire en poudre. Donc vous allez utiliser un moulin à café électrique, un blender, un mixeur, ce que vous voulez. On peut même utiliser un mixeur plongeant. Vous mettez votre Ispagule, alors il en faut qu'il y en ait quand même une quantité suffisante pour que ça atteigne le mixeur. Mais vous mettez votre mixeur plongeant dans un bocal suffisamment haut. Vous mettez votre poudre d'Ispagule et avec le mixeur plongeant, ça peut remplacer le blender pour ceux qui n'ont pas de blender, ça fonctionne très bien aussi. Alors après, quel Ispagule choisir? Moi je vais vous recommander mon Ispagule. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai un site de vente de compléments alimentaires et je propose notamment de l'Ispagule bio sous forme de tégument d'Ispagule. Voilà. Alors pour finir, on va voir comment utiliser cet Ispagule. C'est pas bien compliqué, mais je vais quand même vous faire la démo. Voilà, donc on va prendre un petit peu d'Ispagule. Voilà, c'est une poudre beige clair. Alors on va mettre une cuillère à café pour commencer. On rajoute un petit peu d'eau. On remue. Voilà, on remue quelques secondes et puis on boit. Alors, je ne me filme pas en train de boire parce que c'est pas trop la peine, ça va me faire changer la caméra et tout. Ensuite, il en reste un peu sur le verre. Donc on rajoute de l'eau. On boit. Voilà, il en reste encore un petit peu. Alors ensuite, il faut nettoyer le verre immédiatement parce que sinon, en fait, ça colle. Le gel, il va sécher, il va coller et après, vous allez avoir des difficultés à bien le nettoyer. Donc, je vous recommande de rincer votre verre tout de suite à la main et pas de le laisser dans le lave-vaisselle parce que l'Ispagule va sécher, en fait, il va mal se laver. Voilà, donc je viens de boire ma dose d'Ispagule.
Alors personnellement, l'ispagule, c'est quelque chose que j'utilise quand même de temps en temps. En faisant un jeûne intermittent avec un seul repas par jour, du coup, je mange beaucoup moins de quantité que ce que je mangeais avant. Je mange aussi beaucoup moins de céréales complètes qu'avant, beaucoup moins de légumineuses, et forcément, ça m'amène moins de fibres. Et parfois, j'ai besoin de prendre de l'ispagule pour compenser un petit peu ce manque de fibres et avoir un transit régulier. Après, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de problème avec le jeûne intermittent, même en faisant un seul repas par jour comme moi. Bon, moi, je pense que j'ai des intestins qui ont quand même besoin d'avoir suffisamment de fibres pour fonctionner correctement. Et du coup, si j'en apporte pas suffisamment à travers mon alimentation, je vais devoir compenser en prenant un petit peu d'ispagule. Alors, quand prendre l'ispagule? Alors, vous pouvez le prendre à différents moments. Moi, le moment que je préfère, c'est en début de repas, c'est avant de commencer le repas. Je me prends mon ispagule. Et du coup, il y a une partie qui va déjà être éliminée, qui va passer dans les intestins. Et puis, il y a une autre partie qui va rester et qui va se mélanger avec le bol alimentaire. On peut le prendre en fin de repas. Mais à ce moment-là, si vous avez trop mangé et que vous le prenez en fin de repas, ça peut vous gêner, ça peut entraîner des reflux gastriques. C'est à vous de voir, il faut tester en fait pour s'en rendre compte. Certaines personnes le prennent en fin de repas, ils n'ont aucun problème. Et puis il y a d'autres personnes qui peuvent être gênées parce que ça va encore plus remplir leur estomac s'il est déjà bien plein. Il y a d'autres personnes qui vont aimer le prendre en milieu de repas. On peut le prendre en milieu de repas, ça va bien se mélanger avec le bol alimentaire. Toutes les configurations sont possibles. Après, c'est à vous de voir à quel moment est-ce que vous sentez que c'est mieux de le prendre. Au début du repas, en milieu de repas, à la fin du repas. On peut même le prendre en dehors des repas. En ce qui concerne la quantité à prendre, ça va varier de chacun, encore une fois. Moi, je vous conseille de commencer doucement. Vous allez commencer par une cuillère à café légèrement bombée, là, comme ce que j'ai pris. Et puis si ce n'est pas suffisant, vous en prendrez 2. Et puis si ce n'est pas suffisant, vous en prendrez 3. Vous pouvez en prendre 4-5 cuillères à café sans problème, dès lors que vous rajoutez suffisamment d'eau. Évidemment, si vous augmentez les quantités d'ispagule et que vous mettez toujours la même quantité d'eau, là ça va poser problème. Il risque d'y avoir un bouchon qui se forme, une espèce de bouchon de gel, parce qu'en fait ça va mettre, je n'ai pas calculé, mais ça met peut-être quelques minutes pour gélifier complètement. Et du coup, si vous mettez la poudre dans l'eau, vous buvez immédiatement avant que ça ait le temps de former un gel, le gel il va quand même se former, mais dans votre estomac. Donc attention à mettre suffisamment d'eau. Donc plus vous mettez d'ispagule, plus vous allez rajouter d'eau, c'est logique. Et la quantité moyenne, c'est 1 g d'ispagule pour 20 à 30 g d'eau. Voilà, à peu près l'ordre de grandeur. Donc vous prenez une balance et puis vous voyez un petit peu ce que ça fait, 20 ou 30 g d'eau par rapport à 1 g d'ispagule. Sachant que vous n'allez pas mettre 1 gramme. Si vous prenez une cuillère à café, il y a quelques grammes d'ispagule. Donc à chaque fois, vous allez prendre quelques grammes. Vous pouvez prendre 10 grammes par prise sans problème, tant que vous mettez suffisamment d'eau avec. Voilà, donc l'ispagule, c'est vraiment un excellent produit que je recommande parce que c'est un produit qui va servir un petit peu à tout le monde. Tout le monde a dans sa vie des problèmes de constipation, des problèmes de diarrhée. Et puis après, pour le fait que ça va permettre de faire passer le sucre dans le sang progressivement, pour moi c'est plus un petit bonus, mais je rappelle quand même que le principal c'est d'avoir une alimentation équilibrée et qui n'apporte pas trop de glucides, pas trop de sucre. Si vous mangez beaucoup de sucre et que vous pensez que l'ispagule ça va régler vos problèmes, non, parce que cet excédent de sucre, même s'il met un petit peu plus de temps pour passer dans le sang, de toute façon, tout ce sucre que vous n'allez pas utiliser en énergie maintenant, votre corps il va tout simplement le transformer en graisse qui va les mettre gentiment à stocker dans les cellules adipeuses. Donc l'ispagule, ce n'est pas une solution qui vous permettra de manger des trucs sucrés à volonté. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment pas fait pour ça. C'est l'intérêt numéro 1, c'est constipation, diarrhée. Avoir un transit normal, avoir un transit régulier, parce que le problème c'est que si vous êtes constipé, que les matières restent trop longtemps dans votre gros intestin, une partie des substances qui auraient dû normalement être éliminées vont repasser dans le sang et ces toxines elles vont nous empoisonner. Donc c'est pour ça que la constipation pose problème. Il y a des personnes qui sont constipées au point de ne pas aller à la selle pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça me paraît être tellement énorme que je me dis que c'est pas possible, mais si, en plus j'en connais. Donc si c'est votre cas,
prenez de l'Ispagule, ça va réguler votre transit et du coup ça va empêcher que toutes ces substances toxiques repassent dans le sang. Parce que j'en ai pas parlé, mais la constipation, elle est aussi responsable de problèmes circulatoires veineux. Il y a beaucoup de femmes qui ont des jambes lourdes, des problèmes veineux au niveau des jambes, et la cause première c'est la constipation. Et en régulant la constipation, notamment grâce à l'Ispagule, et bien miraculeusement, les problèmes veineux vont disparaître. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette constipation, ces matières qui vont rester dans le gros intestin vont appuyer sur le plancher pelvien. Ça va également comprimer certaines veines et du coup ça va entraver la remontée du sang. Je rappelle que les artères, c'est des petits tuyaux qui contiennent des muscles. Les muscles ils permettent d'augmenter et de réduire l'ouverture, alors que les veines, on n'a pas ça. Les veines, elles ont un clapet qui empêche le sang de redescendre par la pesanteur. Sauf que s'il y a trop de sang, les veines vont se dilater, puis le clapet il ne va plus fermer. Et du coup, le sang il va stagner. Donc c'est pour ça que si en plus vous avez une constipation avec des matières qui vont comprimer certaines veines, forcément le sang il ne va plus arriver à remonter et vous allez avoir le phénomène de ce qu'on appelle les jambes lourdes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur l'Ispagule et le psyllium. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.